Bienvenue à toutes et à tous dans ce 6e épisode du menu crowdfunding avec une nouvelle version. On a décidé de procéder à comment dire, une refonte du format pour essayer de rendre ça un petit peu plus compact, un petit peu plus digeste, dans un format d'un peu moins d'1 h 30 et puis progressivement, si possible, au fur et à mesure qu'on s'améliore. Pourquoi j'utilise toujours le « on » alors que je suis tout seul dans cette émission? Au fur et à mesure que je m'améliore sur le format, à passer progressivement à quelque chose de plus proche d'1 heure. Il est 15 h 35 ici au Japon au moment où je commence. Cette fois-ci, je vais essayer de chronométrer un petit peu en surveillant le temps. Donc voilà, pour cette nouvelle mouture. Alors comme je vous le disais, ça va être plus court, notamment parce que on va passer très très peu de temps sur les anciens projets, enfin les projets déjà présentés en fait les semaines précédentes. Donc on va aller très très vite sur ces jeux-là. On fera éventuellement un rappel aux semaines précédentes, aux émissions précédentes, pour que vous puissiez aller voir de quoi il retourne. Et puis, on passera un petit peu plus de temps sur les nouveaux projets, comme à l'accoutumée. Donc voilà, à peu près pour cette annonce de changement, de refonte un petit peu de l'organisation du menu crowdfunding. Et donc, c'est parti pour cette 6e mouture, semaine du 19 juin 2021. Donc, on est parti. Voilà. Alors d'abord le petit point sur la chaîne. Alors oui, bon malheureusement, les vues continuent à baisser un petit peu sur le menu crowdfunding, mais j'espère que justement le nouveau format pourra pardon, remédier un petit peu à cette baisse. Ceci dit, on a de plus en plus de likes, comme on dirait en français, de j'aime. Donc bon, on a un peu moins de vues, mais plus de gens qui apprécient visiblement. Bon, c'est une balance à trouver, un équilibre à trouver d'une semaine à l'autre. Peut-être qu'on avait un peu moins de projets véritablement très intéressants la semaine dernière. On verra au fur et à mesure. J'ai bon espoir que ce nouveau format attire un petit peu plus de par sa durée un peu plus réduite. Alors, on commence d'entrée avec donc, les projets déjà présentés au cours des semaines précédentes. Je vous le rappelle, si vous voulez avoir plus de détails concernant les projets en question, allez vous référer aux éditions précédentes, donc numéro 5, numéro 4, pour les projets qui sont déjà présentés dans ces deux vidéos. Je ne pense pas qu'il y ait de jeux plus anciens jusqu'à l'épisode 3, peut-être si un ou deux. Oui, l'île des chats notamment. Donc bon, allez voir les épisodes précédents pour avoir plus d'informations sur certains des jeux qui seront ici présentés très très brièvement, juste pour leur évolution d'une semaine à l'autre. Voilà, donc l'évolution des jeux déjà présentés. On a Dwarves Winter et l'extension The Lost Tribes avec ce jeu rempli de jolies petites miniatures de nains qui vient ajouter pas mal de rejouabilité grâce à une certaine asymétrie des nouvelles factions. La semaine dernière, Dwarves était à 900 contributeurs. Ils en ont pris seulement 36 supplémentaires, ce qui est assez peu à l'approche de la dernière ligne droite, puisqu'il reste 65 heures, soit moins de 3 jours pour pouvoir mettre la main sur ce jeu avec une version française, un PDF en français, sachant que le matériel lui-même ne nécessite pas de toute façon de maîtriser l'anglais ou toute autre langue, puisqu'il est dépourvu, comme vous pouvez le voir ici sur les cartes, de vocabulaire, de mots en fait. Il n'y a pas de langage sur les cartes, donc vous pouvez tout à fait aborder le jeu sereinement avec en plus le PDF en français. On passe directement à la suivante, puisque comme je vous l'ai dit, on va très vite maintenant. Allez, on passe sur My Singing Monsters qui n'a pas attiré non plus trop les foules. On était à 450 la semaine passée. On est désormais à 550 environ à 3 jours de la fin pour ce jeu familial avec, dans la version Deluxe, quelques miniatures d'un goût discutable. Disons que j'irai pas jouer à ça avec mon neveu, par exemple. C'est une direction artistique pas fantastique pour ce jeu qui, à la base, nous provient d'une application mobile apparemment. Et c'est le même éditeur qui a fait l'application mobile et le jeu de plateau. Voilà, si vous êtes intéressé ou si vous avez déjà pu jouer notamment au jeu mobile, pourquoi pas, s'il vous a plu, il n'y a pas de raison que celui-ci ne vous plaise pas non plus. Voilà pour ce qui est de My Singing Monsters. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez aller voir plus de détails sur la vidéo de la semaine précédente.
Continuons avec la dernière ligne droite également pour l'île des chats ou The Isle of Cats pour sa double extension que vous voyez ici, Kittens and Beasts, donc des chatons et des bêtes qui sont parfois un petit peu différentes des chats qu'on avait l'habitude de voir dans le jeu. Le jeu lui-même était à 8114 contributeurs la semaine passée, il est désormais à 9000. On va certainement atteindre les 10 000 d'ici la fin de la campagne dans 5 jours. Je pense qu'on aura dépassé les 10 000 pour ce jeu donc de pose de tuiles de Polyomino qui avait fait un sacré succès lors de sa première campagne et par la suite également d'ailleurs puisqu'il est en français chez Matago. L'extension vient vous proposer donc une foultitude de nouveaux matériels, donc avec, en plus des extensions, la possibilité d'obtenir un insert en bois. Et il y a un nombre de niveaux de pledge conséquents, donc je n'entrerai pas dans les détails parce que je l'ai déjà fait un petit peu la dernière fois. Vous voyez un petit aperçu pardon, des nombreuses bêtes qui viennent s'ajouter à celles déjà présentes dans le jeu de base. Et il y avait également des petits chatons sur lesquels je suis passé un petit peu trop rapidement peut-être. Donc voilà pour l'île des chats, encore un énorme succès pour Frank West sur cette extension du jeu. S'ensuit l'évolution de la campagne pour Mechanical Beast de chez Sideroom Games qui nous avait produit récemment Maki, une réimpression du jeu Maki. Mechanical Beast, la semaine dernière, était à 1116, donc ils ont pris presque 100 tourons, hein, 103 en fait, à 5 jours de la fin pour un jeu qui est à l'origine un jeu en solitaire, mais qui peut maintenant se jouer jusqu'à 4 personnes, anciennement un print and play, qui ressemble vaguement à ce qu'on a pu voir dans Subterra, à savoir une construction de labyrinthe au cœur du ventre de la bête mécanique dont on est censé s'échapper, sauf que ces différentes salles que représentent chacune des tuiles sont amenées à bouger au fur et à mesure de votre aventure, donc quitte à créer de nouveaux chemins ou à boucher d'autres chemins d'ailleurs. Voilà, vous avez quelques petits exemples via les GIFs ou les GIFs, je ne sais jamais trop comment prononcer, qui sont disponibles ici. Les salles vont être amenées à bouger, ce qui rendra la partie un petit peu plus difficile. Le jeu n'est pas très onéreux, donc pourquoi pas pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par un Subterra-like. Le jeu a l'air assez intéressant. On continue sur Adventure Tactics, qui est désormais à 1658 contributeurs. La semaine dernière, ils étaient à 1430, donc 200 de plus, à un peu moins d'une semaine de la fin de la campagne pour une extension au jeu Adventure Tactics, donc cette fois Adventures in Alchemy, qui vient donc proposer des factions supplémentaires, une campagne, un mode campagne, avec donc de nouvelles miniatures, bien évidemment, du nouveau matériel, bien évidemment. Donc voilà, vous avez un petit aperçu, hein, je passe très rapidement dessus puisque je l'ai déjà abordé les semaines précédentes. Sachez quand même que le jeu est assez cher, surtout si vous n'avez pas encore le jeu de base. Il vous en coûtera un bras, plus les frais de port, donc soyez avertis. Mais en tout cas, le jeu fait plutôt une belle campagne, même si je pensais qu'il taperait un petit peu plus haut, mais en même temps, la campagne n'est pas terminée. Ensuite, Fall of the Mountain King de chez Burnt Island Games, donc le préquel de Hall of the Mountain King qui lui-même avait fait un très joli résultat. Fall of the Mountain King était à 2500, ils sont à 2840, donc une belle augmentation de 300 à 5 jours de la fin de la campagne, avec toujours un très joli matériel, de jolies miniatures aussi, du fait du kilo plastique qu'il contient. Et on a aussi pas mal débloqué de stretch goals au fur et à mesure de la campagne. Donc vous avez un aperçu ici de nouvelles cartes, des petits upgrades de matériel. Voilà, rien de très nouveau, ceci dit. On a quand même débloqué le plateau double épaisseur, ce qui est toujours agréable. Je crois que ce n'était pas encore le cas la semaine dernière. Donc, majoritairement de l'upgrade en termes de qualité de matériel. Il vous reste donc 5 jours pour ce jeu qui avait fait, pas celui-ci, mais son prédécesseur, même si c'était un préquel, donc théoriquement, en termes de timeline, je ne sais pas trop où me placer. C'était son prédécesseur en termes de date de sortie, mais celui-ci est un préquel. En tout cas, son prédécesseur avait fait un très joli score et avait eu un très bel accueil, donc il n'y a pas de raison que celui-ci marche moins bien. Il devrait faire l'objet d'une forte attention lors de sa sortie en magasin également. On passe ensuite à Fighters of the Pacific, projet français de chez Capsicum Games, un jeu de guerre dans
l'océan du Pacifique lors de la Deuxième Guerre mondiale entre les Japonais et les Américains. Alors bien sûr, le Warto, le jeu de guerre sur plateau, c'est toujours un jeu un peu de niche. Bon, en plus, 120 minutes, c'est un jeu assez long, avec un matériel qui semble pas fou a priori. Hein, c'est pas des miniatures, on est sur des petits tokens carton, mais qui font très bien l'affaire. Je n'y connais absolument pas en jeu de plateau, mais celui-ci semble avoir trouvé son public et c'est déjà très bien. On a également des scénarios qui viennent s'ajouter au jeu de base en fait, hein, via des extensions que vous pourrez acquérir ici, donc le jeu de base à 45, ou alors avec les extensions qui pourront vous apporter notamment, entre autres, des scénarios, mais également un petit peu de matériel supplémentaire. Rien de très fou, rien de très, comment dirais-je, nécessaire absolument, quoi. Voilà, donc si vous êtes amateur de jeux de plateau, que vous aimez la période, bon, est-ce qu'on peut vraiment aimer une guerre mondiale? Mais bon, si vous êtes intéressé par l'univers du Warto et la guerre du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale, il est encore temps de vous y intéresser. Le jeu est à maintenant 1048. On a dépassé donc les 1000 contributeurs alors qu'on était à 875 la semaine dernière. Il reste environ une semaine. Defeat Odin System n'avance pas, décidément. On était à 44 la semaine dernière, on a diminué de 2, et pourtant, Game to Play refuse d'annuler son projet, qui en est pourtant à sa troisième tentative et qui s'oriente vers un troisième échec. Bon, j'irai pas plus loin pour ce jeu qui de toute façon ne va pas être financé. Fjordar, autre jeu qui ne va pas être financé. Euh, Presque 500 contributeurs, mais Go to Pieces Games, la compagnie qui en est en charge, compagnie norvégienne, pour son premier projet, a décidé de l'annuler et de revenir plus tard. Donc le jeu sera de retour d'ici quelques mois, d'après ce que les auteurs ont pu dire. Donc pour ce jeu qui mélangeait tout un tas de petites mécaniques vraiment agréables, avec un matériel très agréable à l'œil, également très aguicheur, euh, mais qui n'a malheureusement pas su atteindre son objectif de financement, en partie parce que son objectif de financement était déjà très élevé. Il était à plus ou moins 80 000, non peut-être pas 80 000, 70 000 euros, je crois. J'ai la transcription en yens, mais pas en euros. Plus ou moins 70 000 euros, me semble-t-il, ce qui était très très élevé pour un premier projet d'une compagnie encore inconnue. Mais je suis plutôt satisfait en fait de l'annulation. Je pense qu'il reviendra plus fort avec un peu plus de communication au préalable avant la campagne à venir, sans doute d'ici l'automne prochain, j'imagine. Ensuite, Starframe. Starframe n'a pas beaucoup bougé. On était à 133 la semaine dernière. On est désormais à 148 contributeurs pour ce jeu de création, d'amélioration de vaisseaux, qui, c'est vrai, en termes de direction artistique, n'était pas fou. Voilà. Donc, encore une fois, je vous réoriente vers les vidéos des semaines précédentes si jamais le jeu vous intéresse, ou allez consulter directement la page si vous n'êtes pas anglophobe. On continue avec le projet de la semaine dernière, le projet français qui plus est de la semaine dernière, à savoir Araken Wars, qui était à 819 la semaine dernière, donc une petite augmentation de 100 contributeurs, alors qu'il reste désormais 11 jours. On a débloqué, disons qu'on a explicité un peu plus les différents modes de jeu, comme vous pouvez les voir ici. Un contre 1, c'était déjà le cas à la base. Le 2 contre 2 également a été présenté en plus de détails via les différentes actualités du jeu. Donc un jeu relativement court avec une direction artistique vraiment superbe. Après, comme je le disais la semaine dernière, est-ce que Araken Wars saura apporter quelque chose de véritablement nouveau à ce genre de jeu? À voir. En tout cas, les différentes extensions viennent apporter aussi un peu plus de rejouabilité, même si ça vient également ajouter au prix de base du jeu. Le prix de base qui, lui, était plutôt raisonnable puisqu'il était à hauteur de 39 euros. Mais si vous voulez les extensions, toutes les extensions déjà disponibles, il faudra aller chercher jusqu'à 100 euros, sachant qu'il y aura éventuellement d'autres saisons à venir beaucoup plus tard, hein, comme les auteurs ont pu le dire, hein, elles viendront pas tout de suite. Et apparemment, ce sera relativement différent du jeu de base, donc ce sera suffisamment légitime pour faire l'objet d'une acquisition complémentaire, en plus du jeu que vous aurez déjà si vous avez la première saison. En tout cas, un bien beau projet, même si, encore une fois, il vient s'inclure dans une catégorie de jeux qui est déjà très bien pourvue,
Mais malgré tout, Arcane Wars a réussi à trouver son public, hein, presque 1000 contributeurs. Il reste une semaine et demie. Je pense qu'on ira chercher les 1300, voire 1500 peut-être. Cutthroat Cove, un jeu d'ambiance sur un thématique des pirates. On était à 212 la semaine dernière. On est désormais à 340 contributeurs, donc plutôt un joli résultat pour Cutthroat Cove, compte tenu du manque de, comment dirais-je, de connaissance en fait simplement de la compagnie qui en est en charge. Mais pour un petit jeu d'ambiance en provenance d'une compagnie totalement méconnue, c'est plutôt un joli résultat, d'autant qu'il reste encore un petit peu de temps. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous redirige encore une fois vers la vidéo précédente. War Room, là encore une fois, présenté plus en profondeur la semaine dernière, un jeu de guerre avec un plateau modulaire qui vous permet de jouer pour 6 à 12 heures, mais également pour 1 à 12 heures, selon la forme de la partie que vous sélectionnez au début de la partie. Voilà. 6 à 12 heures pour 2 à 6 joueurs, mais également vous pouvez réduire la carte au fur et à mesure pour aller jusqu'à 2 joueurs et 1 heure uniquement si vous vous concentrez uniquement sur le front de l'Est entre la Russie soviétique et l'Allemagne nazie. Et donc on a une nouveauté, à savoir l'Afrique du Nord pour 2 à 4 joueurs de 3 à 6 heures, qui n'était pas là la semaine dernière. Donc voilà, si vous vous intéressez au jeu de guerre, celui-ci a l'air particulièrement réussi. Donc un très joli matériel pour un jeu qui a l'air d'avoir attiré pas mal de monde, notamment lors de sa première édition, d'où la deuxième édition qui vient de paraître. Sachant que je crois que désormais, la deuxième édition est passée au-delà du nombre de contributeurs de la première campagne. Donc c'est toujours bon signe également. Book of Villainy, que j'ai présenté très brièvement la semaine dernière, où il s'agit donc d'être un méchant de comics américain qui va écrire un livre sur le fait d'être un méchant. Bon, une direction artistique pas folle du tout, hein, très honnêtement. Malgré tout, le projet est déjà financé, même s'il évolue assez peu, puisque la semaine dernière, il était à 240, il est désormais à 268. On continue avec le gros morceau de la semaine dernière, The Binding of Isaac. Donc, vous connaissez certainement le jeu vidéo sur PC qui a fait l'objet donc de ce portage en jeu de société. 38 000 contributeurs presque, alors qu'il était à combien la semaine dernière déjà? Je me suis perdu dans mes notes, ça faisait longtemps. 36 000. 36 000 la semaine dernière, presque 38 000 désormais. Il reste encore 2 semaines, donc on va certainement aller chercher les 40, 42 000, peut-être battre numériquement en termes de contributeurs la campagne de The Witcher, ce qui est assez fou aussi. Donc pour ce jeu complètement pété dans le bon sens du terme, hein, il respecte en ça l'univers et l'esprit du jeu de base sur PC. Donc si vous vous intéressez, si vous êtes fan du jeu, allez-y, attention aux pledges, il y en a un paquet et certains sont très très chers. Voilà, vous avez un aperçu ici avec 250 $, 300 $, 400 $. Bref, si vous voulez juste le petit jeu de base avec éventuellement l'extension qui fait l'objet de cette campagne, il faudra aller chercher 110, je crois. Oui, 40, c'est le jeu de base. 35 pour l'extension en cours de campagne. Et si vous voulez le tout plus une petite mallette pour transporter l'ensemble du jeu, ce sera quand même 110. Bon, c'est un petit peu cher, mais vous pouvez vous en tirer moins cher si vous prenez seulement les boîtes isolées l'une et l'autre. Voilà pour ce qui est de The Binding of Isaac. Jackpot Payout, que j'ai présenté la semaine dernière, c'était un nouveau projet, il est annulé. Bon, pas de grande surprise, le jeu vendait pas de rêve, très honnêtement. Un jeu sur les bandits manchots dans les casinos, à base de deck building pour ce qui est des mécaniques. Bon, je ne suis pas très étonné qu'il n'ait pas fait long feu sur la plateforme. Il reviendra peut-être dans les mois à venir pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Lonely Undead va peut-être suivre le même chemin. Le jeu a un certain intérêt d'un point de vue de gameplay. Il apporte quelque chose d'un petit peu nouveau au jeu de zombies, où là, vous êtes le zombie qui essaie de vous faire des amis au sein du village, en transformant certainement ses nouveaux amis en zombies. Mais bon, il faut bien avouer quand même que c'est assez vilain, c'est pas très joli, et je pense que c'est en partie une des raisons pour lesquelles la campagne ne marche pas très très bien. Peut-être aussi le prix, si je me souviens bien, qui était voilà, de 55 $. C'est vrai que pour un jeu de 55 $, on en attend un petit peu plus, notamment en termes de matériel, mais puis aussi en termes de direction artistique, parce que c'est vraiment pas très très joli. Voilà. Bon, de toute façon, pas de version française, donc
Je pense que ça intéresse assez modérément le public qui est le nôtre, même s'il est très restreint. On continue avec Heroes of Barcadia. Alors, j'ai peut-être été mal compris la semaine dernière par l'un, voire l'unique, l'unique commentateur de notre chaîne. C'est pas le type de jeu sur lequel j'accours. Je suis très très peu porté vers le jeu d'ambiance et je suis pas très porté vers la boisson non plus, à vrai dire. Mais si jamais je devais m'orienter vers un jeu d'ambiance et de boisson, celui-là a l'air assez fun. Donc construction de donjons avec nos verres inclus dans le jeu qui vont comment dire, représenter notre barre de vie qui va diminuer au fur et à mesure que l'on boit quand on prend des dommages. Je trouve l'idée assez fun. Bien entendu, j'irai pas sur cette campagne en tant que contributeur, mais je trouve ça assez fun malgré tout. Je trouve que c'est assez bien développé pour ce que c'est, à savoir un jeu d'ambiance, mais avec un matériel, un vrai matériel et un vrai petit jeu derrière. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'ils ont bien marié l'aspect jeu d'ambiance et l'aspect jeu de société. Donc je suis assez convaincu par ce jeu, même si c'est pas du tout ma cam. Voilà. Ceci dit, belle campagne, hein, 6200 contributeurs bientôt, alors qu'on en était la semaine dernière à 3540, donc pas le double, mais presque. Et il reste encore 2 semaines et demie à la campagne, donc on va très certainement atteindre les 10 000, voire un peu plus pour ce jeu d'ambiance sur fond d'alcoolisation, même si vous pouvez tout à fait boire, consommer autre chose que de l'alcool dans ce jeu. Vous pouvez y jouer avec vos enfants si vous leur donnez du coca. Pourquoi je dis du coca d'ailleurs? Donnez-leur quelque chose de bien meilleur pour eux. Allez, on continue avec Blooming Industry que j'ai présenté la semaine dernière. Donc, vidéo de la semaine dernière par ici. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par des informations complémentaires, parce que je ne vais pas en donner aujourd'hui, pour ce jeu de pose de tuiles de 2 à 6 joueurs. On était à 126 la semaine dernière, on est à 166, donc 40 de plus. Ça semble, maintenant qu'on est dans le ventre mou de la campagne en termes de durée restante, ça va être un peu compliqué d'aller chercher l'objectif de financement. C'est pas impossible, mais c'est pas non plus impossible qu'on voit cette campagne être annulée dans les jours à venir. Elle est pourtant assez jolie. Bon, c'est assez neutre, hein, assez quelconque, il faut bien l'avouer, mais assez joli. Dès lors qu'on aime en plus les jeux de pose de tuiles, ça a l'air d'être relativement sympa, même si encore une fois, ça casse pas trois pattes à un caneton. On passe à Skeptics. Skeptics a un petit peu mieux évolué. On était à 280 la semaine dernière, on est désormais à 470 contributeurs quasiment. Le projet est déjà financé. Pour ce projet un petit peu dans le monde du paranormal, où vous allez chercher à démontrer la présence de fantômes ou autres spectres au sein de lieux que vous allez visiter avec vos partenaires. Un jeu à 50 $ pour le pledge de base. On passe à Deliverance, qui avait pas mal attisé ma curiosité la semaine dernière. Un jeu qui se passe dans le monde, dans notre monde en fait, mais dans lequel sont descendus des démons et donc aussi des guerriers angéliques venus les terrasser. Donc thématiquement assez frais, si je puis dire. On a assez peu de jeux qui viennent utiliser un petit peu, comment dirais-je, les thématiques disons, chrétienne avec les anges et les démons. Vous allez incarner des anges bien connus si vous avez fait votre catéchisme, ce qui n'est pas mon cas. On a vu ici Michael, Gabriel et d'autres. On a un peu plus de personnages aussi dans les pledges supérieurs. Voilà, donc Azrael, Uriel, qui ont déjà été débloqués. Miko, qui a été débloqué depuis la semaine dernière également. Donc si vous voulez vous y intéresser, je vous renvoie vers la semaine dernière. Jeu assez intrigant, même si je ne suis pas convaincu que la DA soit vraiment faite pour moi. De toute façon, je ne comptais pas y aller particulièrement, mais il pourrait potentiellement en intéresser plus d'un. Addict Solar Attention, là également projet présenté la semaine dernière, mais qui va certainement s'orienter vers une annulation a priori, ou alors de très grandes difficultés à atteindre un objectif de financement assez élevé pour un premier projet à 60 000 livres. 253 contributeurs malgré tout. Ils en étaient à 190 la semaine dernière, donc une petite augmentation. Bon, faut dire que l'objectif est assez élevé, parce que 253 en fait pour une toute première, non, pas de première, deuxième projet, mais c'était pas déjà Edict, non, c'était un autre. D'accord. Bon, pour un deuxième projet, 253, c'est pas totalement ridicule, mais l'objectif est assez élevé. On verra s'ils réussissent. La semaine dernière, déjà, on verra bien ce qu'il en est à ce moment-là. Si vous voulez en savoir plus, vidéo précédente.
Overstocked, présenté la semaine dernière également. Petit rappel. On est désormais à 310 contributeurs quasiment pour un jeu qui était à 253 la semaine précédente. Pour ce jeu assez malin, même si la direction artistique laisse penser que c'est un jeu pour enfants, disons, c'est pas tellement le cas. C'est un jeu de set collection où on va essayer donc de faire monter ou diminuer la valeur de jouets des années 90 pour les plus nostalgiques d'entre vous, tout en se construisant une petite collection personnelle. Et donc, on va essayer de faire prendre ou diminuer de la valeur à certains des jouets tout en construisant notre collection pour qu'elle ait le plus de valeur possible. Et on a déjà aussi quelques petites extensions disponibles. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce jeu assez coloré, c'est le seul mot qu'on puisse dire, ouais. Mais dans un univers assez particulier. Bon, les jouets des années 90, c'est pas forcément très très attractif à mes yeux, mais bon, au-delà de ça, le jeu a l'air assez sympa. C'est à peu près tout pour le suivi des jeux de la semaine dernière, effectué en 30 minutes, un peu moins, 25 minutes, pas mal. Donc on va directement passer au nouveau projet de la semaine. Et le premier projet de cette semaine, eh bien, il s'agit de Terra, un jeu sur lequel je vais très très peu passer de temps parce que là aussi, dans ce nouveau format, on va passer beaucoup plus de temps sur certains projets plus intéressants et on va juste montrer les autres projets, un peu comme des mentions honorables pour ceux que ça pourrait intéresser. Terra fait partie de cela. C'est un jeu qui, moi, ne m'attire pas beaucoup, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Bon, il s'agit d'un jeu où vous allez placer des tuiles pour essayer de reconstruire une ville grecque détruite par le volcan que vous pouvez voir ici sur la couverture. Voilà. Rapidement, vous avez un petit système de rondelles également pour obtenir différents effets selon l'endroit où vous vous placez. Rapidement, petit point sur le prix. Les pledges ne sont pas très très évidents là-dessus. Bon, on va aller directement sur la petite barre de droite. Le pledge de base est à 45 dollars US. 105 pour les retail, donc pour ceux d'entre vous qui géreraient un magasin, vous pourrez en obtenir plusieurs copies pour 105 dollars minimum. 45 donc le jeu de base et le shipping pour l'Europe est à 28 dollars, ce qui est assez cher. Canada 23, donc c'est assez cher aussi, mine de rien. Donc en fait, c'est juste rentable pour les US, mais c'est à peu près tout. Donc voilà pour Terra, sur lequel je ne vais pas m'apesantir plus que ça. Ensuite, passons à Tea, Scones and Arsenic, qu'on va maintenant appeler Arsenic pour simplifier un petit peu. Et Cocorico, c'est un projet français en provenance d'Alassac, et je ne sais même pas où est Alassac. Aucune idée, ma foi. C'est également la compagnie qui était en charge de Genea Kit, qui n'avait malheureusement pas atteint son objectif il y a déjà 3 ans de ça presque, hein, et qui nous revient donc avec un jeu qui me rappelle vaguement les illustrations les illustrations d'Incendie Trait. Bref, Tea, Scones and Arsenic, un jeu pour 1 à 6 joueurs, pour 7 ans et plus, donc évidemment un jeu familial, 15 minutes et plus, donc un jeu très très rapide. Alors c'est un jeu où vous êtes attablé au sein de votre famille anglaise à l'heure du thé pour un événement malheureux, puisque en fait votre oncle aux États-Unis est décédé et vous vous réunissez pour en fait vous partager le butin. Enfin, pas le butin, l'héritage. Soyons pas mauvaise langue. L'héritage donc de votre oncle, l'heure du thé arrive et donc vous vous réunissez. Et sauf que bien évidemment, comme souvent dans ce genre de situation, vous n'avez pas envie de partager l'héritage et donc vous allez empoisonner les biscuits que voici d'arsenic, comme le nom du jeu l'indique. Vous allez utiliser la boîte du jeu pour y incorporer tous les biscuits, face cachée bien évidemment, parce que sur l'autre face, vous aurez le nombre de doses de poison qui ont été incorporées à chaque petit biscuit que vous prendrez. Et il faudra bien évidemment essayer de survivre en dernier, essayer de ne pas mourir, et tout en mangeant plus de gâteaux que les autres personnes autour de la table. Bon, c'est un jeu d'ambiance, vous l'aurez compris, avec un petit peu de stop and go, de push your luck, donc de pousser un petit peu sa chance. Et puis évidemment du bluff, puisqu'il s'agit d'un jeu d'ambiance où on va cacher les informations que l'on aura acquis nous-mêmes
sur le verso de nos petits gâteaux. Donc voilà, un jeu qui en plus de ça est pas spécialement très cher. Voilà les contreparties, les niveaux de pledge. Bon, ici 28 € malheureusement pour Arsenic plus Aristotle, qui est un autre jeu de la compagnie. Ce niveau de pledge n'est plus disponible puisqu'il était disponible seulement pendant les 48 premières heures de la campagne. Donc maintenant, pour 28 €, vous ne pourrez obtenir que Arsenic, ce qui est déjà pas très cher pour cette boîte de métal. Bon, après, vous me direz, le matériel n'est pas non plus outrancier, donc 28 €, c'est relativement normal. Ensuite, pour le pledge de retail, on ne va pas se pencher dessus. Voilà ce que ça contient, donc la boîte de métal, 36 scones, donc 36 gâteaux, quelques petites cuillères en carton, des morceaux de sucre, et puis des plateaux individuels, bien évidemment, avec votre petite coupe de thé, votre petite tasse de thé plutôt en français. Voilà, donc jeu pour toute la famille, ce qui est de ce point de vue-là plutôt sympa. Le prix est abordable, les règles sont très simples. Les frais de port, alors là aussi, gros coup de cœur pour les frais de port sur cette campagne, puisque pour l'Europe, le prix du shipping des frais de port est de 12 €, mais pour les backers, ce sera donc zéro. Donc pour les personnes, pour ceux d'entre vous qui seront en Europe ou bizarrement aux États-Unis également, eh bien, ce sera gratuit, frais de port gratuits pour les États-Unis et l'Europe. Donc ça, c'est vraiment très, très, très sympa de leur part. Même pour nous, hein, 10 €, c'est pas spécialement, heu, comment dirais-je? C'est pas spécialement onéreux en termes de frais de port. On aura vu bien pire, même si compte tenu du prix du jeu de base, ça s'explique aussi. Donc voilà, c'est plutôt, un joli petit projet qui casse, pas 3 pattes à un canard, là encore une fois. Il faut vraiment que je change, chaque semaine, j'ai une expression que je ressors beaucoup trop. Cette semaine, visiblement, c'est casser des pattes à un canard. Bref, donc cette semaine, petit projet français à 300 contributeurs. Il reste, 1 semaine et demie pour Arsenic. Si vous aimez jouer en famille, y compris avec vos enfants, même si le thème est un petit peu lugubre puisqu'il s'agit d'empoisonner, les autres personnes autour de la table, ça a l'air d'être un jeu assez marrant quand même. Pour moi, jeu d'ambiance, c'est automatiquement non. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est juste que je ne suis pas le public de ce jeu. Deuxième projet, présenté aujourd'hui et c'est encore un projet français. Et cette fois-ci, un projet de COSAD. Et là encore, je démontre ma méconnaissance de la géographie. Alors, ceci dit, Red Joker, c'est la compagnie qui était à l'origine de Oko Chronicles. Donc, sur cet univers Japon médiéval très, très romancé, très, très fantaisiste, mais qui avait fait un relatif succès, 1700 contributeurs lors de la première campagne. Puis pour des extensions, 1800. Enfin bref, c'est un petit succès raisonnable. Cyber Odyssey, donc le nouveau jeu qui fait l'objet de cette campagne. Comme vous pouvez le voir ici, il avait déjà été en campagne il y a un mois et demi. Il n'avait pas atteint son objectif. Il revient ce mois-ci. Donc Cyber Odyssey, cette fois-ci, l'objectif est rempli puisqu'on a déjà dépassé les 40 000 $ nécessaires et qu'on est désormais à 473 contributeurs à 11 jours de la fin. Alors bon, Cyber Odyssey, quand vous le voyez, vous pensez bien évidemment que c'est du cyberpunk et vous avez raison. On continue à surfer un petit peu sur la vague qu'avait lancé Cyberpunk 2077 en jeu vidéo, même si à sa sortie, il n'avait pas séduit tout le monde pour bien des raisons. Alors bon, donc pour Cyber Odyssey, bien évidemment, Cyberpunk oblige. Vous voyez que l'univers s'y colle pas mal, bien évidemment, et c'est bien logique. Voilà donc une petite aperçu des plateaux euh, de ce jeu de 14 ans et plus, 2 à 4 joueurs pour 120 minutes ou plus. 2 à 4 joueurs, mais attention, ici est mentionné la présence d'un solo, solo qui nécessite une extension. Alors, dans ce jeu, vous êtes dans un futur proche, puisqu'il s'agit de l'année 2088, si je me souviens bien, dans un univers cyberpunk, la ville de New Eden. Pourquoi Eden alors que c'est une dystopie, bien évidemment? Eh bien, cette ville est témoin de crimes sanglants depuis quelque temps et vous êtes chargé par votre organisation de mener l'enquête. Et pour ce faire, bien, vous allez construire une équipe avec chacun des membres qui va s'accompagner donc d'une miniature, comme vous pouvez le voir ici, des miniatures d'assez belle facture, ma foi. Il va falloir planifier, bien évidemment, à chaque tour vos placements d'ouvriers, parce qu'en fait, chacun des membres de votre équipe va pouvoir être placé sur différents quartiers, comme vous pouvez le voir ici, il y en a 5
Chaque quartier comporte plusieurs emplacements pour les personnages qui composent votre équipe. Et donc, ces différents placements vont vous permettre, entre autres, d'aller récolter des indices, d'aller combattre, d'aller hacker des systèmes ou encore d'aller faire des courses-poursuites avec des suspects. Donc, de ce point de vue-là, je trouve ça assez séduisant. Après, moi, c'est plutôt la direction artistique qui m'emballe pas outre mesure. Et du coup, je ne me suis pas penché vraiment en profondeur sur les règles et ce que ça pouvait comporter, d'autant plus que le prix me semble un petit peu prohibitif, même si j'ai bien conscience que c'est le prix du marché pour ce genre de jeu. 80 €, hein, ne vous laissez pas avoir par le 95 ici, c'est en dollars. L'euro est un petit peu plus fort que le dollar actuellement. Donc 80 € pour la boîte de base. 90 si vous êtes en early pledge, mais jusqu'à quand c'était disponible? Il en reste un, d'accord, c'est juste le nombre de personnes qui vont choisir ce pledge. Donc il en reste un. Donc je pense que demain, à l'heure où cette vidéo sera en ligne, il sera peut-être déjà parti. Vous avez également des extensions hein, qu'on va voir un peu plus en détail ici. Alone Against the Machine pour le mode solo, bien évidemment, Alone, donc c'est le solo pour lequel vous allez avoir une nouvelle miniature, je crois, mais je ne la retrouve pas tout de suite. Vous allez avoir également l'extension Route 666, donc pas la route 66, mais la route 666. Et oui, la route de l'enfer, évidemment, le chiffre de la bête, pour 40 $ ou 33 €, qui vient ajouter 5 agents supplémentaires et leur miniature, bien évidemment. J'ai l'impression que ça vient ajouter peut-être un nouveau district également. Ok, et donc quatrième, non, troisième et dernière extension, Law and Order, donc la loi et l'ordre, à 40 $ qui vient ajouter de nouveaux agents et leurs miniatures, mais également des forces de l'ordre hein, qui viennent vous... comment c'est cette vieille expression que je voulais sortir vous voler dans les ailes. Bref, on va arrêter d'essayer de parler français, je crois. On va faire la prochaine vidéo. La semaine prochaine, je vais la faire en japonais. Ce sera drôle. Je vais transformer la chaîne en chaîne d'apprentissage du japonais, mais spécialement avec le vocabulaire de Kickstarter. Ça va être très drôle. On a déjà débloqué quelques stretch goals, bien évidemment, dont un nouvel agent. Et puis de nouveaux tokens, mais bon, les tokens ne sont pas fous visuellement. Le shipping, brièvement, qu'en était-il du shipping? Alors, on va descendre un peu plus rapidement comme ça. Voilà, le shipping est ici. Les frais de port pour l'Europe, on est à 25 €, ce qui est pas rien, d'autant que, comme vous avez pu le voir récemment, les frais de port ont tendance à grimper parfois post-campagne, ce qui est assez désagréable, mais ce qui est assez compréhensible également, dès lors qu'on suit un petit peu l'actualité du fret, en fait, hein, le fret, le transport de biens sur mer, etc., a vu ses prix gonfler, voire même exploser ces derniers mois, du fait du Covid, entre autres. Et du coup, les prix sont à la hausse en ce moment. Donc 25, c'est pas donné, mais c'est pas non plus si étonnant que ça, vu les coûts actuels. Pour le Canada, juste pour nos amis canadiens, 30, donc un petit peu plus. La Belgique est avec la France, donc oui, 25 également. La Suisse, j'imagine que c'est 28, oui, parce que c'est Rest of Europe. Donc voilà, voilà pour ce petit jeu français. Je serais curieux de voir d'ailleurs la répartition des backers. Juste par curiosité, on va prendre 30 secondes, quitte à déborder un petit peu, pour voir l'onglet communauté. Ouais, c'est quand même bien plus des Américains que des Français. Car 77 contributeurs français, 148 pour les Américains. Bon, ceci dit, quand on prend en compte les populations de chacun des deux pays, finalement, statistiquement, il y aura un peu plus de Français que d'Américains, en fait. Donc voici pour Cyber Odyssey qui est déjà donc financé. On suivra ça un petit peu la semaine prochaine, mais ça ne devrait pas faire un score non plus extraordinaire. Donc deuxième projet français sur 3 déjà. Ensuite, petit projet que je ne vais pas présenter en détail, Peak Oil Profiteer. Cette fois-ci, c'est un projet espagnol de Two Tomatoes. Ça fait partie donc de ces 2-3 jeux aujourd'hui que je ne vais pas vraiment présenter. C'est juste une petite mention. Attention, cette campagne existe. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire sur cette campagne qui vraisemblablement va parler un petit peu
de guerre sur fond de, comment dirais-je, de pays du Golfe, j'imagine, avec des pays exportateurs de pétrole en masse. Donc, vous avez quand même un petit aperçu ici des différentes mécaniques disponibles dans ce jeu, à savoir des actions en simultané, une forte interaction entre les joueurs, du contrôle de territoire et également des, comment dirais-je, upgrades, des améliorations asymétriques. Donc, apparemment, au fur et à mesure du jeu, vous allez de plus en plus vous différencier, sachant qu'il y a également un mode solo puisque le jeu est jouable de 1 à 5 joueurs de 16 ans et plus, donc c'est rare qu'on voit 16 ans et plus. C'est généralement 14 et plus pour dire, bon, les enfants non, mais c'est plus souvent pour éviter, si j'ai bien compris, d'avoir recours à certains tests complémentaires pour les enfants de moins de 14 ans vis-à-vis du matériel. Vous savez, certaines mentions comme il ne faut pas laisser ça à portée d'enfant parce que ça peut être dangereux, etc. Mais là, bon, 16 ans, c'est peut-être parce que le thème est un petit peu plus dark, je ne sais pas trop bien. Ouais, donc un jeu qui a l'air d'avoir un matériel relativement joli, sans non plus être quelque chose qui va nous brûler les pupilles par sa beauté désarmante. Mais le thème est assez original également. Pourquoi pas, après tout, ça peut être intéressant. Il y a l'air d'avoir des pledges assez chéraux, mais ils viennent intégrer les anciens jeux de la même collection, donc Peak Oil, en plus de Profiteer. Mais le jeu de base est à 30 €, ce qui n'est pas spécialement très très cher. 67 dès lors que vous voulez le jeu de base, plus Spillover, son extension. Donc j'ai l'impression que ce Profiteer n'est pas une extension, c'est un jeu à part entière, mais dans le même univers que Peak Oil. Donc je ne vais pas pencher trop sur le sujet. Ceci dit, si quelqu'un me dit en commentaire qu'il voudra en savoir plus, peut-être que je ferai une présentation plus détaillée la semaine prochaine. On continue avec Hollywood Racers, nouveau projet français. C'est déjà le 3e aujourd'hui, mais que se passe-t-il? La France est tellement créative. Ça sonne tellement pas naturel quand je dis ça. Mais si, il y a beaucoup de créateurs de jeux français et ils sont bien représentés ces dernières années sur Kickstarter, entre autres. Alors, Hollywood Racers nous revient. C'est un projet qui avait déjà vu le jour sur Kickstarter il y a déjà quelques années de ça. Mais il avait été financé, mais il n'avait jamais été livré aux backers. Et c'est là que Cosmodoc, en compagnie de Daedalus, viennent entrer dans la danse pour fournir enfin le projet à ceux qui l'attendaient, y compris à ceux qui l'avaient backé lors de la première campagne. Et apparemment, il semblerait que le jeu sera envoyé aux 1500 contributeurs du premier projet datant de 3 ans, même s'ils ne contribuent pas à la campagne. Apparemment, ce sera envoyé tel quel, sans avoir à contribuer. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment un grand bravo à Daedalus et Cosmodoc, parce que vraiment, rien ne les obligeait en fait à faire ça. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment un grand bravo, un grand coup de chapeau. Donc, jeu de 1 à 6 joueurs, donc avec un mode solo et 5 modes de jeu différents pour 8 ans et plus. Donc, encore une fois, un jeu très familial, 30 minutes et plus. Alors là, bon, c'est un peu un grand n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir ici, des références cinématographiques hollywoodiennes. C'est un jeu un peu barré, puisqu'il va vous proposer, suite à une pandémie globale, toute connexion avec la réalité est fortuite, eh bien, les différents gouvernements de la planète ont décidé d'interdire en fait le cinéma, les divertissements et l'art de manière générale. Et puis du coup, Hollywood est totalement délaissé et devient un terrain vague sur lequel viennent se réunir des conducteurs déjantés en mode de cosplay de différents personnages de films, et qui viennent donc entrer dans des compétitions de courses effrénées. Alors vous le voyez ici, il y aura différents plateaux qui viendront composer les courses que vous designerez vous-même en fait à partir des plateaux qui sont à votre disposition. Ça rappelle très fortement un jeu qui est sorti assez récemment, qui nous est parvenu récemment avec Xavier, à savoir Steampunk Rally Fusion de chez euh, ah, des compagnies que j'apprécie beaucoup, mais dont j'ai perdu le nom tout à coup. Euh, bon, la compagnie qui avait fait Dice Throne, entre autres, qui avait fait donc un jeu assez similaire avec plusieurs plateaux qui, accolés les uns aux autres, viennent constituer un plateau de jeu. Vous aurez donc tout un panel de personnages issus du cinéma américain. Et donc, ces courses totalement déjantées, vous vous foutrez bien évidemment des bâtons dans les roues,
Il n'y aura pas que ça d'ailleurs, parce qu'il y aura également apparemment des dinosaures, etc., qui viendront se mêler à la partie, entre autres monstres. Il y a aussi un alien, on voit ici. C'est un thème barré, donc marrant, mais pas pour moi. Je ne suis pas trop le cœur de cible de ce genre de jeu. Il y a un mode solo, donc ça c'est plutôt cool. Il était où d'ailleurs ce mode solo? On le retrouvera par la suite. 5 modes de jeu, donc pour une rejouabilité énorme. Vous voyez ici comment on vient composer les différents circuits selon les tuiles et selon la façon dont on les oriente, avec donc beaucoup de rejouabilité du coup. L'histoire du projet, comme j'ai pu l'évoquer plus tôt, était vraiment magnifique, hein. Le fait d'envoyer à 1500 backers d'une présente campagne le jeu, c'est génial. Vous allez donc ici, pour résumer un petit peu le mode classique, construire votre circuit, ensuite choisir votre manager, votre manager qui est ici et vos coureurs. D'accord, vous aurez 2 coureurs avec des plateaux visiblement double épaisseur aussi, j'ai l'impression. Et ensuite, c'est parti pour la course. C'est un jeu qui, en plus de ça, est pas très très onéreux, hein, 45 $, compte tenu du fait qu'ils fourniront un paquet de copies à des backers de la campagne précédente. C'est pas très cher. On aurait pu attendre à ce qu'ils montent, à ce qu'ils gonflent un peu le prix pour essayer de pas trop souffrir de cette offre très généreuse qu'ils font envers les anciens backers. Vous pourrez obtenir des miniatures en métal façon Monopoly à 35 € supplémentaires, mais également un almanach qui vient donner des informations complémentaires sur le développement du jeu, sur une présentation des différents personnages et des différents véhicules, etc. Ou alors le total pour 80 €. Vous aurez également un add-on avec un insert en plastique pour 13 € complémentaires. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre déjà? C'est à peu près tout, ma foi. Ah non, bien évidemment. Ici, vous verrez que l'objectif est loin d'être atteint pour l'instant, malgré les 315 contributeurs, ce qui n'est pas si mal. Souvenez-vous que les contributeurs de la précédente campagne n'ont à payer, n'ont pas à payer le moindre centime pour obtenir le jeu. Et du coup, pour essayer de rentrer dans leurs frais malgré tout, ils ont fixé un objectif très élevé à 80 000 €. Enfin, très élevé, tout dépend de la compagnie qu'ils mènent, mais pour un premier projet, comme c'est le cas ici de Daedalus, 80 000, c'est beaucoup. Pour un jeu qui en plus n'est pas très très cher. Donc, ils vont peiner à l'obtenir. C'est pas impossible du tout. Je pense qu'ils peuvent y arriver, mais il faudrait que dans les 3-4 jours à venir, ils arrivent au moins aux 50-75% quand même, parce que sinon ça va être très compliqué. Une fois qu'on entre dans le ventre mou de la campagne, il y a assez peu de nouveaux contributeurs qui viennent s'ajouter, généralement. Voilà, petit point sur les shipping que je n'ai pas encore abordé. Vous avez un tas de vidéos françaises, francophones tout du moins, à disposition pour en apprendre un peu plus sur le jeu si ça vous tente. Alors, 12 à 14 € pour la France. Et ensuite, pour nos amis belges, ce sera 14 à 23. Bon, la fourchette est assez large. Le Canada est dans la zone 3, donc 19 à 31. Donc, à vous de voir. Pour la zone Japon, on est zone 4, 20 à 43. Donc la fourchette est très très large aussi. Après, c'est pas un jeu qui, moi, personnellement, m'intéresse outre mesure. En jeu de course, j'ai rarement été très 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 convaincu, si ce n'est par Flamme Rouge que j'adore. Mais sinon, c'est pas trop ma came. Troisième jeu qu'on présente juste pour le présenter, mais sans grand intérêt pour moi, hein, pas pour vous, je ne parle que de moi. Alors, jeu de toute façon déjà financé, donc ma présentation n'y changera pas grand-chose. C'est un énième jeu sur la guerre froide. On en a soupé de la guerre froide comme des jeux traitant de la guerre froide. Donc, jeu qui vient opposer l'ours russe et l'aigle américain, bien évidemment. Rien de très nouveau sous le soleil, hein. Bon, c'est un jeu qui a l'air assez dans la lignée de tous les autres jeux de ce genre, à savoir une confrontation asymétrique entre 2 joueurs, hein, qui vont essayer de contrôler le plus de territoire possible en usant de leurs capacités propres. Voilà. Pour ce premier jeu de Stuart Tonge, ou Tanguy, je ne sais pas comment ça se lit ici. On va l'appeler Stuart. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs. Il y a quand même un mode solo, ce qui est quand même intéressant de ce point de vue-là. 14 ans et plus.
De toute façon, le jeu est déjà contribué. Si certains d'entre vous me le demandent dans les commentaires, je ferai une présentation plus détaillée la semaine prochaine. On continue avec Coalitions ou Coalition, projet anglais de chez Phalanx, que vous connaissez peut-être parce que Phalanx a produit il y a quelque temps Rocketman par Martin Wallace, donc qui a fait un beau succès à 3700 contributeurs, mais également Successors il y a quelque temps à près de 4000 contributeurs également, ou encore le très célèbre U-Boot, je ne sais pas trop comment prononcer ça, le jeu avec le sous-marin qui avait fait 8300 contributeurs. Et donc Phalanx nous revient avec Coalitions, Coalition, où on est ici plongé dans l'époque des guerres napoléoniennes. Et c'est un jeu de négociation, en fait, un jeu de négociation où vous vous placez donc dans la peau d'un des dirigeants des 6 nations qui ont pris part aux différentes guerres napoléoniennes, à savoir la France, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, l'Empire ottoman et la Russie. Et bien évidemment, vous avez un mode, une version française disponible pour ce jeu, comme souvent chez Phalanx. Alors, eh bien, de quoi il s'agit? Bien évidemment, vous l'imaginez, un jeu de négociation dans les guerres napoléoniennes implique évidemment du contrôle de territoire, bien évidemment. Et le jeu vient reposer aussi sur un système qu'ils appellent le système Activator. Voilà, voici ici, Activator System. Ce qui fait qu'en fait, dès que quelqu'un ira choisir une action sur cette rondelle ici, ça enclenchera également l'action d'une autre personne. Et en fait, il n'y aura quasiment aucun temps mort du coup, hein. Dès que quelqu'un va jouer, ça va enclencher l'action de quelqu'un d'autre, qui ensuite, à son tour, va enclencher l'action de quelqu'un d'autre, etc. Donc on n'est jamais le seul à jouer. Et il faudra bien choisir son action car elle aura des conséquences sur les actions des autres personnes. Vous allez peut-être leur donner des avantages à eux également quand vous allez chercher un avantage qui à l'origine serait pour vous. Donc il y a moyen de brûler quelques neurones. Ça a l'air d'être vraiment bien foutu en termes de mécanismes de jeu. Voilà, vous avez différentes actions décrites ici, hein. Une action qui va vous permettre d'aller piocher des cartes ou de vous défausser des cartes de votre main. Une action de taxation qui va vous permettre j'ai l'impression simplement, voilà, gagner des ressources, hein, simplement. L'action de command qui vous permettra d'aller placer un général sur la carte ou d'aller tirer une nouvelle carte. Alors quand je parle de cartes, il y a la map monde, hein, évidemment, et les cartes de jeu, hein. Donc d'aller placer un de vos généraux sur la map ou d'aller tirer une nouvelle carte de combat. L'action de mobilisation qui vous permettra d'acheter des cartes pour accroître le moral de vos troupes. L'action d'influence qui vous permettra d'aller acquérir un peu plus de contrôle sur la map. Ensuite, l'action de mouvement qui vous permettra de déplacer certaines de vos troupes. Et bien évidemment, du combat entre les différentes factions, les différentes nations à disposition. Donc il va falloir évidemment, du fait de cette roue qui va influencer les autres joueurs, il va falloir choisir vos actions et négocier avec d'autres personnes qui vous allez actionner, enfin quelle action vous allez actionner pour qui. Donc il y aura des alliances qui vont certainement se faire et se défaire au fur et à mesure du jeu. Donc ça a l'air d'être vraiment très très sympa dans cette optique de négociation, de jeu de contrôle de territoire avec des alliances pas forcément perpétuelles. Ça a l'air d'être assez sympa de ce point de vue-là. Et en plus de ça, vous avez bien évidemment, comme souvent dans ce type de jeu, des miniatures vraiment très sympathiques. Voilà, vous avez un exemple, notamment une de Napoléon, notre Napo national, mais évidemment donc tous les personnages de l'époque. Et vous aurez donc ici également des diplomates, hein, des miniatures de diplomates 5 qui seront exclusives à Kickstarter. Les add-ons. Alors bien évidemment, les miniatures qui ne sont pas nécessaires au jeu, mais qui peuvent être acquises via donc, ce supplément de 38 $. Ensuite, vous avez éventuellement un playmat qui vient remplacer le tapis de jeu. Playmat, c'est toujours sympa, c'est vrai. Ceci dit, il est assez cher, hein, 63 $, c'est quand même très très cher, mais il est gros, hein, il fait 1 mètre sur 80, 1 mètre 2, donc 1 mètre 20 sur 84 cm, c'est quand même assez large. Et puis des porte-cartes également pour 39 $, ils se font pas chier quand même. Mais ceci dit, ça a l'air d'être un très très joli jeu qui ne nécessite pas toutes ces add-ons. C'est vraiment si vous voulez, ou si vous avez les moyens de, si vous voulez avoir une expérience optimale, comme on dit parfois sur certaines campagnes qui ne veulent pas fournir
autre chose que des miniatures alors qu'on pourrait très bien se contenter de standees. Si vous avez les moyens et que vous êtes intéressé par une version donc optimisée, pourquoi pas aller chez Le Mat, les porte-cartes et ces très très jolies miniatures, il faut bien le dire. Le shipping, quant à lui, pour l'Europe, il est à 12 livres. Donc 12 livres, ça nous fait environ 15, 16, 17, 8 euros, je ne sais pas très bien. Entre 15 et 20 euros. Pour l'Europe, le Canada était le même prix, donc ça, pas de souci. La Suisse doit être entre 15 et 30. Bon. Et chez nous, ce serait 30 livres de toute façon, donc c'est pas vraiment jouable pour nous ici. Bien évidemment, si vous prenez le Pledge Deluxe avec les miniatures et compagnie, ce sera un petit peu plus cher, mais c'est assez logique, le poids étant différent. Voilà pour Coalition, un jeu qui, ma foi, a l'air très sympatoche, qui en plus a un mode solo. Mais au-delà de ça, 1 à 6 joueurs, 60 à 240 minutes, c'est assez long quand même. 602 contributeurs, donc on est déjà financé et ça devrait facilement arriver à 2000 contributeurs, je pense, d'ici la fin. Il nous reste 3 projets avant la fin. On est à 1 heure. Bon, je suis encore sur les rails, ça va. Le prochain projet est First Ascent, un jeu, comme vous pouvez le constater ici, qui prend pour thème l'ascension de montagne, autrement dit l'escalade. Peut-être un jeu sur lequel j'arriverai à convaincre mon frère de faire une partie, parce que mon frangin n'est pas du tout jeu de société, mais il est très 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 porté sur l'escalade, donc pourquoi pas. Alors, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, de 45 à 90 minutes, pour les 14 ans et plus, encore une fois. Vous pouvez jouer avec des enfants bien plus jeunes, mais c'est une question de matériel, d'éviter d'avoir à faire certains tests pour les enfants, certaines mentions de risque pour les enfants, etc. Alors, First Ascent, de quoi s'agit-il? Comme j'ai pu le dire, il s'agit donc d'un jeu d'escalade. Vous allez vous équiper, prendre votre courage à deux mains et entamer l'ascension de ce flanc de montagne pour trouver donc le meilleur chemin pour effectuer votre ascension et gravir la montagne, sachant que le but ultime n'est pas spécialement d'atteindre le sommet, mais simplement de trouver le meilleur chemin et de, comment dirais-je, d'améliorer vos compétences et votre matériel au fur et à mesure de cette ascension. Alors, au-delà de ça, voilà un petit aperçu du gameplay. J'aime bien quand les campagnes présentent directement les différentes mécaniques du jeu. Ça m'évite d'avoir à aller chercher sur BGG aussi, ou alors avoir à les déduire directement via la campagne. Vous avez de l'engine building, donc de la construction de moteurs. Donc votre personnage va petit à petit devenir meilleur dans ce qu'il fait. Vous aurez aussi de la gestion de ressources, également de la construction de routes, puisqu'il faudra choisir les différentes tuiles par lesquelles vous allez passer. Ce sera d'ailleurs représenté par les petits chemins que vous voyez ici, hein, les chemins colorés. Donc vous allez devoir décider de la route à suivre. Vous allez devoir également faire des petits combos de cartes pour obtenir des points. Et puis bien entendu, ce plateau sera modulaire puisque chacune des petites tuiles qui le composent peut être déplacée. Donc à chaque partie, les chemins potentiels seront différents. Voilà. Alors, vous avez également plusieurs alpinistes, si je puis dire, plusieurs athlètes à disposition. Alors, ensuite, vous avez des petites descriptions du gameplay plus en profondeur, hein, donc les cartes que vous allez être amené à ajouter à votre deck qui vous permettre d'accéder ou non à certaines tuiles. Pour accéder à certaines tuiles de votre chemin, il vous faudra certaines cartes ayant les logos en question. Si vous ne les avez pas, vous devrez trouver un autre chemin. Vous pourrez aussi vous équiper de matériel différent. Vous aurez affaire à certains événements, comme c'est le cas ici. Par exemple, qu'est-ce que vous ferez si vous tombez sur un serpent euh, qui se trouve sur un parapet que vous cherchez à accéder, sur lequel vous cherchez à grimper? Vous aurez toujours deux choix apparemment, enfin en tout cas souvent deux choix qui auront des conséquences différentes. De ce point de vue-là, c'est assez intéressant, c'est sympa. Des objectifs à compléter aussi au fur et à mesure de la partie pour avoir des points supplémentaires. Des compétences à débloquer. Voilà les fameux combos de cartes avec donc différents logos. Si vous arrivez à les réunir, ça vous fournira des points complémentaires, des points supplémentaires, pardon. Et puis en plus de ça, il y a un petit peu d'humour par-ci par-là. Je ne sais pas si je retrouverai. Ouais, par exemple, ici dans les climbing cards, vous aurez du pocket bacon, donc du bacon en cas de besoin pour vous fournir un peu plus d'énergie. Ou ici, vous avez un gaseous hack, donc quoi, quelqu'un qui fait de l'escalade
en se délestant de gaz naturel, si je puis dire. Donc un petit peu d'humour aussi à travers le jeu. Donc ça a l'air d'être un jeu vraiment sympatoche, hein, pour en plus un premier projet donc de la créatrice, en plus créatrice, Kate Ott ou Otte, je ne sais pas trop comment on pourrait dire, c'est certainement d'ascendance allemande, mais elle est américaine, donc bon, je ne sais pas trop comment on prononce à ce moment-là. Elle-même passionnée d'escalade, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur sa photo de profil. Par contre, et oui, il y a un mais, parce que en fait jusque-là, j'ai que du bien à dire de ce jeu, hein. C'est pas une course, mais c'est plutôt de l'optimisation. On s'en fout finalement de qui arrive au sommet en premier. Une impression globalement assez fraîche, hein. La direction artistique est plutôt rafraîchissante, plutôt jolie. C'est disponible sur Tabletop Simulator pour ceux d'entre vous qui voudraient l'essayer, qui ne sont pas réticents à l'anglais. Il y a un petit peu d'humour, comme j'ai pu le dire. Le thème est visiblement très immersif parce qu'elle-même est passionnée d'escalade. Donc vraiment, c'est pas un thème plaqué, c'est vraiment un thème immersif et approprié au jeu. Par contre, le mais est ici, pour l'instant tout du moins. Les frais de port pour le Canada et pour les États-Unis sont à peu près abordables. Les États-Unis, ça va. Le Canada, c'est déjà un petit peu plus cher, mais ça va, parce que c'est les dollars canadiens. Par contre, pour l'Europe, pour l'Union européenne, on est sur du 44 euros. Waouh! Sachant que le jeu coûte lui-même 49 dollars. Donc en gros, vous payez le même prix le jeu et ses frais de port. Donc là, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas acceptable pour ceux d'entre vous qui sont en Europe. C'est pas. Enfin, moi, je pourrais pas quoi. Et pour nous, juste par curiosité, j'imagine qu'on est dans le rest of the world. Donc pour nous, c'est 58, c'est encore pire. Donc à moins de faire un gros pledge groupé à 5-6 personnes pour essayer de réduire un peu. Et encore, je suis pas sûr que ce soit possible parce qu'ici, il donne juste l'option de 2 jeux. Ça reviendra très 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 cher en frais de port, plus éventuellement la taxe sur la valeur ajoutée derrière. Ça fait très très cher pour un premier projet sur un jeu de poids moyen. Ça ne les vaut pas, il faut être honnête. Peut-être, ceci dit, j'ai pu discuter avec un Français qui, j'imagine, réside là-bas et qui a la main sur un prototype. Euh, il a dit qu'il réfléchissait à des moyens alternatifs pour essayer de diminuer un petit peu les frais de port en direction de l'Europe. Peut-être que les frais de port sont amenés à diminuer dans les semaines à venir. Je surveillerai. De toute façon, il reste presque un mois, hein, 3 semaines et demie. Donc, j'aurai largement le temps de voir si les frais de port diminuent. Auquel cas, je vous tiendrai au courant, bien entendu, pour ce petit jeu qui, au demeurant, a l'air très très sympa en fait. Le gros projet de la semaine, et je l'avoue, il s'agit de mon coup de cœur de la semaine. Eh bien, c'est Scarface 1920. Alors, vous voyez ici que j'ai contribué, ça ne veut rien dire, parce que, en fait, c'est simplement que, comme souvent sur ce genre de projet, il y a un early pledge. Donc, en fait, si vous backez, si vous pledgez dans les 48 premières heures, vous avez un petit bonus gratos. C'est la raison pour laquelle j'ai contribué, ce qui ne veut pas dire que je vais garder ma contribution jusqu'à la fin de la campagne. C'était juste si vraiment je veux aller au bout pour bénéficier de cette miniature supplémentaire gratis. Voilà. Mais ça reste quand même mon coup de cœur de la semaine. Alors pourquoi? Parce que déjà, Scarface, l'univers, j'aime beaucoup. Scarface 1920, ça vient nous plonger dans l'univers du Chicago des années folles, donc les années 20, dans le monde gangréné par la mafia. Et en plus, ça vient mêler 3 mécaniques que j'aime beaucoup, qui sont donc le placement d'ouvriers, le contrôle de territoire et le deck building. Donc le tout mélangé, comme on en voit de plus en plus d'ailleurs, hein. Dune Imperium l'a fait, les ruines perdues de Narak en français l'a fait aussi. De plus en plus de jeux qui mélangent ici des mécaniques qui, à la base, on n'aurait pas pensé qu'elles auraient pu l'être, et finalement, elles le sont généralement avec plutôt un certain succès, comme on a pu le voir donc avec Dune ou Narak récemment. Alors, très joli score, 3300 contributeurs à l'heure actuelle, alors qu'il reste presque un mois. Vous verrez qu'il y aura peut-être un paquet de contributeurs qui pourront peut-être quitter le navire au fur et à mesure, parce qu'en fait, j'ai vu dans les commentaires que beaucoup de gens sont assez peu satisfaits du prix, mais également de l'absence d'une proposition de remplacement des miniatures par des standees notamment, ou par des jetons, parce que là, on est blindé de miniatures qui ne sont pas nécessairement très, très, très utiles en fait en termes de gameplay. Mais bon, ça, on va y revenir un peu par la suite. Alors, également, le petit point surprenant, c'est que c'est un projet qui nous vient de Reds Games, donc de Barcelone en Espagne, mais c'est un premier projet
Et du coup, quel projet! Pour un premier projet, c'est un projet vraiment très, très ambitieux et qui en plus a un petit solo. Donc ça, on verra aussi de quoi il retourne par la suite parce que le solo n'est pas encore vraiment présenté, autant que je le souhaiterais. Alors donc voilà, vous voilà plongé dans le Chicago des années folles, les années 20 et vous allez chercher à devenir le roi de Chicago. Vous l'aurez compris, ici, le visage assez reconnaissable sur l'illustration d'Al Capone et ici 3 autres, célèbres, comment dirais-je? Dirigeants de mafias, de différentes mafias américaines de l'époque. Alors bon, on pourra peut-être râler d'un point de vue, de véracité historique parce qu'en fait, seulement celui-ci, O'Banion et Al Capone étaient à Chicago. Les 2 autres sont plutôt à New York, en fait. Rothstein, c'est toujours très difficile à prononcer en anglais. Rothstein, Rothstein, bref, de la mafia juive et Stéphanie Sinclair, c'était plutôt New York, si je me souviens bien. Bref, quoi qu'il en soit, vous êtes plongé dans l'époque de la prohibition qui vient de commencer et donc vous allez prendre le contrôle d'un des 4 gangs à votre disposition, peut-être plus avec des factions supplémentaires à venir, peut-être. Et donc vous allez chercher à conquérir le trône de la ville de Chicago. Et pour ça, tous les moyens sont bons, vous l'aurez bien compris, puisque vous êtes de la mafia. Alors, 1 à 4 joueurs, 90 minutes jusqu'à 150 minutes, donc c'est un jeu assez long quand même, 1h30 à 2h30, 14 ans et plus, et une version française. Cocorico, encore une fois, même si ce n'est pas un jeu français, vous aurez une version française, et ça c'est plutôt satisfaisant. Alors, descendons un petit peu pour en apprendre un petit peu plus. Alors, votre objectif, vous l'avez bien compris, il s'agit de conquérir, enfin plutôt de conquérir, non pas de conquérir, mais de contrôler un maximum de territoire sur la ville de Chicago en construisant votre empire criminel, en faisant grandir votre gang via donc du deck building, en allant corrompre des forces de l'ordre ou en allant aussi affronter d'autres factions parmi vos adversaires, en vendant des armes ou de l'alcool ou en achetant bien évidemment des marchés noirs, hein, comme sous la prohibition, c'est très thématique. Bien sûr, il faudra faire attention au très célèbre Elliot Ness et à son équipe des Intouchables. En français, ça s'appelle pas comme ça d'ailleurs, les Untouchables en anglais, mais en français, c'était les... Ah, il y a un film avec Kevin Costner d'ailleurs. Ah, je l'ai vu d'ailleurs, mais j'ai perdu le titre. Euh, Les Incorruptibles, non? Je me demande, bref. Elliot Ness, qui était joué, je crois, d'ailleurs par Kevin Costner, si je me souviens bien. Bref, passons. Et là, vous avez déjà vu un petit aperçu du matériel et de la direction artistique magnifique qui font l'objet pourtant de pas mal de reproches. On va y venir. Alors, d'abord, pourquoi? Eh bien parce que le pledge de base est à 99 €. C'est très très cher. Très très cher, d'autant plus que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas incluse et qu'en plus de ça, il vous faudra payer des frais de port assez sanguinolents. 99 €. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, me direz-vous? Eh bien, vous aurez le gang de Chicago, donc le gang de Alphonse Capone, autrement connu sous le nom de Al Capone, avec son plateau double épaisseur, son boss avec sa miniature bien évidemment, les membres du gang et tout un tas de miniatures, sachant que là, il vous montre un type de miniature, mais en fait, chaque gang aura plusieurs types de miniatures qui sont débloqués au fur et à mesure dans les stretch goals, qui sont d'ailleurs beaucoup trop nombreux. Je reçois 3, 4, 5 mails par jour parce qu'ils défoncent des stretch goals au fur et à mesure. C'est un peu trop en termes de communication. Ensuite, des bâtiments de contrôle qui, là encore, seront propres à chaque faction, des véhicules. Ensuite, le gang des Black Wolves Gang, donc de Stéphanie Sinclair. Donc là, il la place à Chicago en expliquant thématiquement qu'elle vient de New York, mais en fait, elle était à New York, je crois. Donc là encore, son plateau, ses membres, ses thugs, donc ses sous-fifres, on va dire, les véhicules. Alors, dans les stretch goals, ils ont bien précisé que, parce que ce n'est pas apparent ici, hein, on a l'impression que c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Mais en fait, chaque gang aura ses bâtiments, ses véhicules différents. Ensuite, le gang des Seven James, donc la mafia juive de New York, avec là encore le même type de matériel, bien évidemment. Et ensuite, la mafia irlandaise du North Side Mob,
avec son leader Dean O'Banion, qui pour le coup était vraiment de Chicago, avec encore une fois donc le même type de matériel. Vous aurez également le plateau de la ville de Chicago avec ses différents quartiers sur lesquels vous allez apposer différentes tuiles ou cartes qui viendront modifier l'intérêt d'aller dans certains quartiers ou dans d'autres. Vous aurez 50 cartes d'associés pour votre deck building qui viendront vous fournir plus ou moins de puissance d'influence ou de puissance, comment dirais-je, physique ou d'influence, disons. Mais également différents petits logos qui viendront avoir leur intérêt également dans différentes facettes du jeu. Vous aurez également des cartes de métier, ici du machine gun, on aura de la livraison de nuit, du kidnapping, de la pose de bombes dans des magasins adverses, de la disparition de témoins gênants, donc du vol de banque, etc. On aura ensuite 31 cartes de dealer, qui viendront vous fournir des ressources, vous proposer des armes ou de l'alcool, etc. On aura ensuite 28 cartes d'agents fédéraux avec la miniature d'Elliot Ness, qui viendra vous mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, des cartes de news, donc des événements qui viendront impacter tous les joueurs, j'imagine à la fin de chaque tour de jeu. D'ailleurs, c'est l'intérêt du Early Bird, donc du pledge dans les 48 premières heures, c'est d'obtenir en plus donc, cette petite miniature du Paperboy, donc du petit garçon vendeur de journaux, à la place d'un petit jeton de plastique de base. Ouais, donc ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est un petit plus. Ensuite, voilà, c'est ça, les 18 cartes de neighborhoods, donc de quartiers, que vous allez apposer sur les différents quartiers de la carte et qui donc fourniront un intérêt différent de s'y rendre en fait. Hein. Et donc vous aurez donc évidemment des jetons à y coller pour différentes missions à accomplir, etc. Et en plus de ça, 240 composants supplémentaires, tous en plastique. Alors, des tonneaux pour l'alcool, des flingues bien évidemment pour les armes, des billets, je pense que ce sont des billets en plastique, il me semble que ce n'est pas des billets en... Ah, je sais pas, remarque. Il faudrait que je regarde une vidéo plus en détail, c'est peut-être du papier, mais j'ai l'impression que ce n'était pas le cas. Des voitures de police, des jetons de business, une bague, parce que bon, que serait la mafia sans les bagues, les bagous, le bling. Ensuite, des petits panneaux pour dissimuler vos ressources. Le solo mode qui est ici. Alors le solo mode aussi fait un petit peu grincer certaines dents parce qu'il n'est pas encore présenté très en profondeur. On verra peut-être dans les jours ou les semaines à venir, peut-être une vidéo à venir, on espère en tout cas. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est qu'il fera appel à une cinquième faction, entre guillemets. Ça fera venir un personnage du nom de Alina Ivanovna, ancienne membre de l'armée russe, c'est ça, qui aura son propre deck building à elle, en fait, un système de deck building différent des joueurs. Les add-ons avec donc le Paperboy pour 8 €, mais qui est gratuit pendant les 48 premières heures, même si les 48 premières heures sont déjà passées pour vous. Éventuellement des wooden crates, donc des petites boîtes en bois pour y apposer donc les tonneaux et les flingues. Donc c'est une petite attention, un petit rangement assez sympatoche et qui en plus thématiquement est plutôt agréable à l'œil, mais très cher. Et ensuite, les tokens en plastique au lieu du carton habituel pour 18 €, c'est pas donné, mais c'est dans les prix à peu près normaux dès lors qu'il s'agit de jetons deluxe en plastique. Les sleeves, si vous êtes tenté, 250 sleeves pour 15 €, c'est un prix à peu près normal. L'artbook pour 23 €, un poster d'Al Capone, bon, pourquoi pas. Et donc, le Big Boss Pledge, 139 €. Bon, là, c'est un petit peu la totale. Donc, c'est le jeu de base plus le Paperboy des 48 heures, les sleeves pour tout le monde, les wooden crates pour tout le monde, les tokens de plastique pour tout le monde. Donc, il vient apporter bien évidemment plus de valeur au jeu, mais il vient apporter aussi 40 € supplémentaires au pledge qui n'était déjà pas donné. Alors, vous voyez tous les
les stretch goals qui ont été dépassés déjà depuis quelques jours. Il y en a un paquet, je vous le dis, hein, je reçois déjà, je crois, 20 updates en l'espace de 3 ou 4 jours, c'est un peu trop. Et bien sûr, il y en a d'autres qui vont être débloqués, hein. Ils ont bien dit dans la dernière actualité que c'était loin d'être fini, mais que maintenant elles allaient s'espacer un petit peu plus. Par contre, le shipping est assez élevé aussi, vous le voyez ici. Pour les États-Unis, c'était 22, donc c'est déjà assez cher. Le UK, donc le Royaume-Uni 18. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est j'allais dire les États-Unis, parce que c'est marqué EU, mais non, c'est l'Union européenne. 22 €. Pas donné, mais bon, c'est pas non plus si affolant que ça. Le Canada, ça a diminué un peu, j'ai l'impression. Oui, parce que vous êtes passé au-dessus de 75 backers, donc c'est à 26, donc c'est kiff-kiff avec l'Europe. La Suisse 34, hein, pour vous autres francophones de Suisse, c'est assez cher. Pour chez nous au Japon, c'est 36 €. Ça aussi, ça me fait tiquer pas mal, j'avoue, hein. 36 € de frais de port, c'est quand même très très cher. Nous, on a l'avantage de ne pas avoir la TVA supplémentaire une fois que le jeu est livré, donc ça, c'est plutôt un plus. Mais par contre, ici, 36 € de frais de port, ça douille un peu. Mais j'avoue que ça reste mon coup de cœur de la semaine parce que la thématique est vraiment bien rendue. Le design, aussi bien artistique que le design du jeu, mécaniquement parlant, a l'air vraiment bien foutu. Deck building, contrôle le territoire, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas mal. En plus, le placement d'ouvriers, que j'allais oublier, qui est une de mes mécaniques préférées ces derniers temps. Donc, c'est un projet qui me plaît beaucoup, j'avoue. Je ne sais pas si je garderai ma contribution jusqu'à la fin de la campagne. Ça dépendra des ajouts via les différents stretch goals à venir. Mais c'est vrai que je suis très, très, très séduit par le jeu. Même si Xavier m'a dit que ce n'était pas tellement son cas. Bon, on verra. De toute façon, il y a un solo. Allez, on continue. Puis c'est pas comme si je jouais qu'avec Xavier aussi. D'ailleurs, je pense que si je le prends, je le prendrai en anglais parce qu'en fait, ici au Japon, on a quand même plus de chances de jouer avec des anglophones qu'avec des francophones, même si notre groupe récurrent, régulier, est plutôt composé 100% de francophones. Mais bon. Et puis aussi, si jamais je veux le revendre, c'est quand même beaucoup plus pratique de le prendre en anglais qu'en français. Même si je doute que j'aurais envie de le revendre celui-là. Dernier jeu de la semaine. Bon, je vais faire 1h30 quand même. Il s'agit de Forest of Pangaea. Jeu de 2 à 4 joueurs, encore une fois, un jeu vraiment très 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 joli et puis très zen apparemment. On est déjà à 2000 contributeurs, il reste un mois pour ce jeu de 14 ans et plus, là encore parce que c'est un petit peu dangereux pour les enfants et beaucoup de trucs qui peuvent éventuellement être dangereux s'ils les gobent par exemple, mais bon, vous pouvez très très bien y jouer avec des enfants de 12 ans, même 10 ans, ça me semble peut-être un peu plus compliqué, mais peut-être 12 ans, ça me semble déjà pas mal. Alors, ici, petit résumé du lore. À l'aube du monde, la déesse Gaïa, la déesse primaire Gaïa, créa les premiers arbres et ceux-ci se sont progressivement donc répandus sur le continent de la Pangée, ici Pangaea. Et puis donc vous allez ici incarner des esprits de la forêt qui vont chercher à célébrer bien entendu la déesse Gaïa et à faire croître la forêt plus encore en y apportant la vie. C'est beau. Donc un thème un peu écolo. Et non, c'est vrai que même le projet semble vraiment, comment dirais-je, enthousiasmant, hein, simplement rafraîchissant, enthousiasmant, un petit peu onirique dans sa direction artistique également. Et vous le voyez ici, pour ce projet allemand, premier projet d'ailleurs pour Pangaea Games, vous aurez une version française, et ça c'est plutôt cool. Alors, pour ce qui est des mécaniques par contre, mécanique, vous aurez un petit peu de majorité sur le territoire, parce que vous allez placer un arbre de votre couleur sur la carte, sur ce plateau modulaire. Après y avoir vu des ressources, vous allez y poser des graines qui vont progressivement devenir des arbres que vous allez faire grandir eux-mêmes, puisque vous avez différents étages, comme vous voyez ici. Vous allez ajouter différents étages à votre arbre pour qu'elle grandisse et puis qu'il produise lui-même des graines qui deviendront là encore des arbres, etc. C'est très joli, c'est très poétique, c'est très mignon, c'est zen, mais c'est compétitif, donc attention quand même. Alors, il y aura aussi un petit peu de gestion de ressources avec ces différents petits logos que vous voyez ici sur les côtés, hein, le vent, le soleil, la pluie, la neige,
qui viendront avoir une influence sur ce que vous pourrez ou ne pas faire. Vous aurez des rituels à accomplir, parce qu'il y a toute une dimension un peu, comment dirais-je, onirique, mais également un petit peu mythologique. Donc des rituels à accomplir sur des cartes format tarot. J'ai vu dans les actualités récentes de la campagne qu'ils ont débloqué les cartes format tarot, parce que c'est vrai que les illustrations sont, en plus de ça, vraiment très 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 réussies. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte, me direz-vous? Donc les arbres, plus leurs petites extensions que vous viendrez apposer au sommet des arbres pour atteindre jusqu'à 4 étages. Les 16 tuiles de la Pangée, qui seront bien évidemment à l'origine de ce plateau modulaire qui sera différent d'une partie à l'autre. Les petits tokens ici qui viennent représenter les graines que vous allez répandre au fur et à mesure de votre partie. Les ressources dont je parlais tout à l'heure. Les tokens de vie. Je n'ai pas encore trop suivi en quoi ça consistait, la vie, qu'est-ce qu'elle a comme intérêt. Des cartes de mission, j'imagine, qui seront scorées en fin de partie. Donc des objectifs secrets, j'imagine. Ah non, c'est pas des objectifs communs, celui-ci, en tout cas. Awarded to the player with the highest tree. Donc 2 points pour le joueur qui aura le plus le plus grand arbre. D'accord. Bah, sachant que de toute façon, il y a un niveau maximum de 4 étages. Donc. Et apparemment, si j'en crois ce petit logo, j'ai l'impression que les feuilles ici, hein, les 40 life tokens, ce sont en fait des points de victoire, j'ai l'impression. 4 plateaux individuels qui, grâce au stretch goal, ont été upgradés en plateau double épaisseur, ce qui là encore est une belle amélioration. 14 cartes rituelles à accomplir au fur et à mesure de la partie. Le prix inclut déjà la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui est plutôt cool, et le jeu de base coûtera 49 €. C'est honnête, c'est pas spécialement bon marché, mais c'est pas non plus très onéreux au vu du matériel qui est plutôt agréable. 55 €, donc 5 € de plus, 6 € de plus pour l'édition premium qui viendra vous apporter des ressources, enfin des life tokens, vous savez, les tokens de vie en bois plutôt qu'en carton. Je pense que c'est à peu près tout. Ils ajoutent aussi ceci, mais je pense qu'ils sont déjà présentés sous une forme ou une autre dans l'édition standard, donc je ne sais pas très bien quelle est la différence. Peut-être que là aussi, c'est qu'ils sont faits en bois plutôt qu'en carton, j'imagine. Le retailer, on s'en fout. Alors, donc la qualité des cartes a déjà été augmentée. Il y aura un petit sac pour D'accord, pour y ranger les arbres, les graines, et peut-être également les ressources. J'imagine qu'on pourrait les mettre ici. La boîte a maintenant un petit UV spot, donc un petit toucher différent, peut-être j'imagine au niveau du titre par exemple. Chaque plateau individuel aura une illustration différente. D'accord, les 4 spirits, donc les 4 esprits que vous déplacerez sur la carte auront eux également leur design différent pour chaque joueur. Ensuite, donc voilà, l'augmentation du format des cartes qui sont maintenant les cartes de rituel en format tarot. Le plateau double épaisseur qui n'est pas encore débloqué, mais ça ne saurait tarder parce que la campagne vit très bien. On est déjà quand même à 2000 contributeurs. Voilà, c'est à peu près tout. Le frais de port. Voilà, le frais de port est ici. Les frais de port sont relativement honnêtes. 12 € pour la zone Europe, y compris le Royaume-Uni. La France est là, la Belgique est là également, la Suisse également. Donc 12 €. Pour le Canada, 28. Par contre, ça commence à faire beaucoup plus cher pour le Canada, hein. C'est plus du double. 18 pour les États-Unis pourtant, alors que c'est juste à côté. Bon. Chez nous, ce serait 30, donc c'est très très cher également. Je serais tenté, très honnêtement. Le jeu est très très sympa, ça a l'air très relax, même si c'est un jeu compétitif. Donc du coup, si je le prends, je le ferai peut-être envoyer chez mes parents parce que j'ai pas spécialement très très hâte d'y jouer, mais je pense qu'il me plairait bien. Mais si je le prends, je l'enverrai chez mes parents et puis j'irai le chercher une fois que je serai en vacances en France, par exemple. Voilà pour ce dernier projet qui est quand même un petit coup de cœur aussi. S'il n'y avait pas Scarface 1920, ce serait certainement mon coup de cœur de la semaine, mais il y a Scarface, donc c'est Scarface. Voilà pour tous les projets de la semaine. J'espère que ce nouveau format vous aura un peu plus plu que les précédents.
On essaiera de diminuer encore un petit peu progressivement la durée. On est un peu moins d'1 heure et demie, j'ai l'impression, cette semaine. C'est déjà un résultat positif. On va essayer petit à petit d'atteindre l'heure pour essayer d'attirer un peu plus de monde parce qu'on sait bien qu'1 heure et demie, ça attire un peu moins les gens quand même que les gros formats d'1 heure et demie. Sur ce, je vous invite, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, à aller voir les anciennes vidéos pour les jeux sur lesquels je n'ai pas passé beaucoup de temps parce que je les ai déjà présentés les semaines précédentes. Vous allez bientôt avoir aussi des vidéos pour un nouveau menu de saveurs japonaises. On va vous présenter un nouveau jeu japonais dans la semaine à venir. Peut-être que la vidéo sera postée la semaine suivante, mais je pense pas. Je pense que ce sera posté d'ici 5-6 jours. Mais alors sur quel jeu? Suspense. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Et à la prochaine.